Bonjour, je me présente François Rousselot. Je vais vous aider à corriger en tout cas le sujet 0 de l'école Puissance Alpha pour onconcours.com. Alors, avant tout, une petite présentation de ce concours qui a été modifié cette année. Il avait été modifié l'année précédente. C'est un concours donc, où il y aura une partie physique et une partie chimie. Donc, nous allons pour l'instant nous focaliser sur la partie physique uniquement. Maintenant, c'est 1h15 pour faire 8 exercices sur 12. Alors, 1h15, c'est en physique relativement court, il faudra être assez efficace. Le barème n'est pas republié, donc ça je vous invite à regarder le jour J sur le sujet, quel est le barème, si c'est du plus 1, moins 1, etc. Très important, donc vous allez avoir un exercice avec plusieurs affirmations A, B, C, D, hein, et pour chaque affirmation, il faudra dire si c'est vrai ou faux, tout simplement. Il n'y a pas de calculatrice à ce concours-là. Il faut donc que vous soyez assez à l'aise avec les calculs. Il faut que vous soyez assez à l'aise avec les calculs mentaux, les calculs avec les puissances, les divisions avec des virgules, sans virgule, etc. Vous pouvez par contre beaucoup vous aider des éléments qui sont donnés dans le sujet en pense bête pour tout simplement vous aider au niveau des unités. Ça peut donner des formules, etc. Soyez vraiment assez malin là-dessus. Pensez bien aussi à soigner, notamment, vu que c'est un exercice qui implique A, B, C, D, avec des affirmations vraies ou fausses à chaque fois. Au moins, jusqu'à C, soignez bien vos réponses, parce que, par exemple, une réponse de A va certainement engendrer une réponse à B, qui va engendrer une réponse à C, etc. Donc, quand on commence à avoir faux, on risque d'avoir faux sur l'intégralité. À la question D, à l'inverse, comme on est sur la dernière question de l'exercice, il peut être utile aussi des fois d'utiliser la donnée de la phrase pour vérifier si elle fonctionne ou pas du tout. On va en faire une ou deux fois dans ce sens-là. Si jamais il y a des parties, il y aura peut-être des parties d'exercices de programme non vus. Ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des exercices par exemple de thermodynamique que vous n'aurez peut-être pas encore abordés ou à peine abordés. Ils ne sont généralement pas très difficiles. Autre chose sur les 8 exercices, sur les 12 à faire, eh bien, choisissez les exercices où vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de valorisation à la qualité, j'ai envie de dire. Un exercice facile rapporte autant de points qu'un exercice difficile. C'est une machine qui vous corrige. Donc, il n'y aura pas de différence entre les deux. Choisissez vraiment là où vous êtes à l'aise. Nous allons donc attaquer ce fameux sujet 0 physique 2018. Contrairement à ce que je vous ai marqué au tableau tout à l'heure, normalement, ils vont vous fournir 12 exercices, il faudra en faire 8 sur les 12. Là, ils ont fait un sujet 0 qui en fait est en réalité le sujet 2013, on ne va pas se mentir, de physique. Et c'est pour ça que vous avez 16 exercices. Donc, on va corriger les 16, mais rappelez-vous que normalement, le jour J, vous n'en aurez que 12 et il faudra en faire 8 sur les 12. C'est parti. Exercice 1, un exercice sur les ondes. Généralement, ce sont des exercices pas très difficiles. Je vous invite à les faire. C'est des exercices facilement faits, rapidement faits et qui rapportent normalement des points. On va faire cet exercice-là de manière assez rapide parce qu'il n'y a pas de grande difficulté. Petit a, l'onde est transversale, vrai. Hein, on est bien dans le cas d'une onde dont la perturbation est perpendiculaire au sens de propagation. Petit b, lambda est égal à 15 cm. Ça, c'est leur proposition. Donc, je marque point d'interrogation hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, c'est faux. On remarque sur le schéma qu'on a 45 cm qui correspondent à 9 lambda. Hein, on fait bien attention à bien compter. Hein, ça correspond à 9 crêtes, à 9 lambda. Donc, si 45 cm correspond à 9 lambda, 1 lambda est égal à 5 cm. Comme je pouvais vous le dire tout à l'heure, ne vous faites pas avoir sur les premières questions parce que ça risque d'engendrer tout le reste de faux. Donc ici, il faut bien répondre parce que là, si je vais avoir besoin de cette donnée pour répondre. La célérité V est égale à 1,5 mètres par seconde. On sait que V est égal à C sur T ou encore C fois F. Alors ça, c'est la formule qu'on connaît toujours et puis ça là, c'est l'adapté hein, qui n'est pas très difficile à retrouver. La fréquence nous est donnée, elle est de 30 Hz. Lambda, on vient de le trouver. Hein. On vient de trouver 5 cm, donc ça fait 5 10-2 fois 30. Je trouve donc 150 10-2 mètres par seconde. Et si je l'écris autrement, ça fait 1,5 mètres par seconde. Donc, ma célérité est bien de 1,5 mètres par seconde. Donc, la réponse C, c'est vrai. La D, l'onde passant par A arrive à B avec un retard de 100 millisecondes. Hop. On voit assez rapidement, en faisant un petit rapport, hein,
que la distance entre A et B, elle est de 15 cm, soit 3 lambda, hein, si vous préférez. On a donc, tout simplement, je prends C est égal à D sur T. Hop. Alors ici, dans ce cas-là, ça va être tout, hein. D'accord, vu qu'on me demande une distance AB. J'ai donc taux est égal à DAB sur C. Ça fait 0,1 seconde, soit 100 millisecondes. Alors si vous trouvez que j'étais un peu rapide sur cette partie-là, tout simplement ça fait 15 cm, donc 15 10 moins 2, le tout divisé par 1,5 m par seconde. D'accord. Moi je préfère l'écrire ainsi, hein, pour éviter toute erreur, 15 10 moins 2 sur 15 10 puissance 15 10 moins 2, pardon, sur 15 10 puissance moins 1. Ça fait donc 1 sur 10 puissance moins 1. Voilà, si jamais vous trouviez que j'avais été un peu rapide dans cette étape-là. Un exercice rapidement fait. Il faut réussir à gagner et engendrer du temps de manière positive lors du concours parce que le concours est relativement rapide, d'autant plus en physique où les calculs peuvent être conséquents. Exercice 2. Un exercice sur le son, sur l'intensité sonore, etc. Pareil, une fois qu'on connaît 2-3 formules à connaître, il n'est pas très difficile. On a des aidocalculs qui sont utiles ou pas, ça va dépendre des cas. Hein, on peut vous mettre des aidocalculs qui ne vont pas être à utiliser. Je ne l'ai pas dit en présentation, mais c'est un concours. Sans tomber dans le cliché de dire que le bac est donné, disons qu'au bac, on va éventuellement chercher à vous rattraper. En concours, on va chercher tout simplement à faire une différence. Donc, il n'y a pas l'état d'âme, on ne vous connaît pas, de toute façon, c'est une machine qui corrige. On va vous tendre plein de petits pièges parce que le but du jeu de l'école, c'est tout simplement de vous classer le plus facilement possible. Donc, exercice 2. Lors du solo de guitare, l'intensité est de 1,10-6 watts par mètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Lorsque la guitare joue seule, on a 60 décibels. Ça, c'est ce que je sais dans le sujet. Je sais, alors elle n'est pas donnée, on la connaît, des fois elle est donnée, ici elle ne l'est pas. On sait que L est égal à 10 log de I sur I0, d'accord? Donc ici j'ai donc 60 sur 10 est égal à log de I sur I0. Vous voyez que je fais une rédaction propre, mais pas non plus une rédaction style bac, parce que le but du jeu, c'est tout simplement d'être efficace le jour du concours. Ça fait 6 est égal à log de I sur I0. Je trouve donc que I est égal à 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Donc c'est bien vrai pour la A. Le niveau sonore du groupe lorsqu'ils jouent tous ensemble est de 300 décibels. Alors, on pourrait faire des calculs. Je me refuse à faire tout calcul parce qu'en fait, tout simplement, l'affirmation est tellement aberrante. 300 décibels, c'est impossible. C'est même pas inaudible, ça dépasse tous les cas de figure envisageables. Déjà, un avion est à 130, 140 décibels, une fusée à 160. 300 décibels représenterait une nuisance sonore monstrueuse. Donc, ici, même pas besoin de s'embêter avec un calcul. On peut aussi, par moment, être sur des acquis. Sur des connaissances, tout simplement, c'est faux, par côté aberrant de l'affirmation. Lorsque le chanteur et les guitaristes sont seuls en action. Alors, regardons ça. Le chanteur et le guitariste sont seuls en action. J'ai le chanteur qui est à 60 décibels et le guitariste à 60 décibels aussi. L'intensité sonore est de 1,10-3 watts par mètre carré. On va regarder ça. Soit on est à peu près au courant, on a bien remarqué comment ça marchait, hein, vu que I chanteur est égal à I guitare. En fait, I, ici, I total est égal à 2I. Et si on a un peu suivi le cours, on sait que normalement, lorsque l'on a 2I, ça fait plus 3 décibels. Alors, je suis un peu en train de répondre aussi à la question suivante. D'accord? Maintenant, on va revoir tout ça de manière un peu plus propre. I chanteur plus I guitare, ça fait 10 puissance moins 6, plus 10 puissance moins 6. Et 10 puissance moins 6 plus 10 puissance moins 6, ça fait
2 fois 10 puissance moins 6. Rien d'autre. What? Donc, l'affirmation, la phrase C est fausse. La D, j'ai un peu répondu ici, mais je vais le faire maintenant avec une petite démonstration assez rapide. Ben, c'est tout simplement L est égal à 10 log de, ça je peux l'appeler I total, hein, par exemple. I total sur I0. On peut prendre celui-ci. 10 log de 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 12. Ça vous est donné 10 puissance moins 12. Si je fais le calcul, ça fait ici 60 plus 10 log de 2. Donc 10 log de 2, ça fait 10 fois 0,3. Donc plus 3, ça fait donc 63. Si jamais vous trouvez cette étape un peu rapide, tout simplement je pars du principe que c'est égal à 10 log de 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 12. Voilà, plus 10 log de 2. Hein, je vous rappelle que log de A fois B peut être séparé en log de A plus log de B. Donc pour la D, c'était vrai. Si jamais j'oublie, vous ferez par vous-même le rapport entre vrai et faux. Exercice 3. Exercice 3. Donc, une diffraction par fente, l'écart angulaire θ de longue diffractée est d'environ 0,01 degré. Alors, comment ça marche? On sait d'après le cours, donc voilà, A, que θ est égal à lambda sur A. Donc ici, lambda est égal à 633 nanomètres et A est égal à 0,63 mm. Alors, on va tout marquer proprement. Je vous rappelle que vous n'avez pas à avoir la calculette. Donc, il va falloir aussi avoir des astuces de calcul. Hein, il va falloir pouvoir s'en sortir. Bon, ici, on voit que les rapports ont l'air corrects. Donc ici, c'est 0,063 mm. Je trouve que ça fait 63, pardon, 10 puissance moins 6. Ça, vous devez être à l'aise là-dessus. 633 divisé par 63, on peut dire que ça fait environ 10. 630 sur 63. Et je gère mes puissances. 10 moins 9 sur 10 puissance moins 6. Ça vient même que faire 10 puissance moins 9 plus 6, donc ça fait 10 moins 3. Donc ça fait 0,01. Donc on a envie de prime abord de répondre vrai. Cependant, attention, ça fait 0,01 radian et pas degré. D'accord? Donc c'est faux. Attention aussi, c'est pas parce qu'il a marqué degré que c'est faux parce que ça fait 0,01 radian. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu aussi vous marquer l'angle, le convertir en degré. Donc vous ne marquez pas immédiatement faux parce que vous savez que normalement c'est en radian. On peut passer des angles radians à degré. Hein. Donc ici c'est faux parce que ça fait 0,01 radian qui est différent de 0,01 degré. La largeur de la tâche centrale de diffraction sur l'écran a une taille de 4 cm. Pour ça, j'utilise une formule qu'on connaît, que θ, alors je suis à la question B, on sait que θ est égal à L sur 2D, environ. Hein. Donc j'ai L, je vais nous préciser comme ça, environ. Hein. Ça marche pour les angles petits. L est égal à 2θd. Ça fait donc 2 fois 0,01 fois 2. La distance est bien de 2 mètres, hein, on vérifie tout ce qu'on raconte. Ça fait donc 0,04 mètres. C'est-à-dire, elle est bien de 4 cm. Donc la réponse à la question B, c'est vrai. L'écart angulaire aurait été plus important si le faisceau laser utilisé pour l'expérience avait été vert. Alors, on va y réfléchir 2 secondes. Ici, pour l'instant, le faisceau il est rouge. On sait que lambda du vert
est inférieur au lambda du rouge. Ça, il faut le savoir, c'est du cours, d'accord? Enfin, du cours, la connaissance du cours. Donc, on a donc θ du vert qui est inférieur au θ du rouge. Ah oui, on a θ est égal à lambda sur A. Du coup, lorsque θ diminue, lorsque θ diminue, lambda diminue. Hein? Et donc, lorsque lambda est inférieur, θ est inférieur. Donc, ici, on est faux. Si on multiplie par 2 la distance entre le laser et la fente, la largeur de la tache centrale de diffraction augmente. Donc, on multiplie par 2 la largeur entre cette zone-là et la fente. Ça n'influence pas. Donc, ici, c'est faux. Donc, ça, c'est la D. C'est faux. Exercice 4. Je vous laisse en prendre connaissance. Effet de pleur. La longueur d'onde du son émis est de 3 mètres. Alors, avec les éléments qui me sont donnés, je sais que... Alors, question A, excusez-moi. Je sais que la célérité, c'est lambda sur T. D'accord. Donc, on a lambda est égal à C fois T, ou encore C sur F. Hein, voilà. Moi, je pars toujours de cette formule-là parce que j'en suis persuadé, enfin, je sais pas que j'en suis persuadé, c'est qu'elle est acquise depuis longtemps et après, je la réadapte, ça prend pas longtemps, plutôt que de se prendre les pieds dans le tapis en mélangeant un peu les formules. On me propose, ici, moi, j'ai une célérité de 340 mètres par seconde, assez logique. Et la fréquence, elle est de 1020. Alors, j'ai une aide au calcul, vous avez vu, ils en ont mis plein. Toutes ne seront pas utilisées. Hein, c'est pas parce que vous n'en utilisez pas une qu'il y a un problème. Après, d'un autre côté, les aides au calcul sont dans les données, elles ne sont pas à mettre en cause, celles-ci par contre. Donc 0,33 mètres. Donc la réponse à la question A, c'est faux. Enfin, l'affirmation A est fausse. L'observateur perçoit le son avec un retard de 2 secondes. On part toujours de V est égal à D sur T, ça c'est la formule générale. Hein. À partir de là, on trouve que taux est égal à D sur V. C'est donc égal à la distance 680 divisé par la vitesse 340. Donc, avec un retard de 2 secondes. Donc, l'affirmation est bien vraie. Je continue. Là, c'est le son perçu par l'observateur est plus aigu. Donc, le véhicule se déplace à une vitesse constante vers l'observateur. On sait que lorsqu'il se rapproche, le son est plus aigu. Donc, c'est vrai. Ça, c'est du cours, c'est rassurant, on le sait. Et après, on va regarder, on va en avoir une certaine certitude, une confirmation avec la question D. Donc, l'avantage, c'est que ici, même si on n'est pas vraiment en calcul, même si on n'est pas forcément à l'aise, on peut y répondre. Et la D, c'est un peu plus de calcul. Ce n'est pas non plus ultra difficile. Petit D. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la fréquence 1, donc la fréquence reçue, est égale à la fréquence émise fois 1 plus la vitesse du véhicule, le émetteur sur la vitesse du son. On fera vraiment très attention à vérifier, parce que ça peut arriver, hein, surtout pour un véhicule. On pourrait très bien vous donner la vitesse du véhicule en km par heure. C'est plutôt ce qui est dans le langage commun. On vous parle plutôt de vitesse en km par heure. Là, ici, par chance, ils nous ont pas fait de piège. La vitesse du véhicule est bien de 34 mètres par seconde, donc mètres par seconde. Donc, il suffit de faire un petit calcul. Ça fait 1020 fois 1 plus 34 sur 340. On trouve donc 1020 fois 34 sur 340. En fait, ça fait plus ça fait 0,1. Hein, ça fait 1 sur 10. Donc, fois 1,1. On a l'aide au calcul que 1020 fois 1,1 est égal à 1122. Donc l'affirmation D est vraie. Exercice 5. Pareil, je vous laisse le découvrir.
Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à faire pause parce qu'il faut vraiment bien lire le texte pour pouvoir le comprendre, celui-ci. Alors, souvent, les étudiants, surtout en série scientifique, dès qu'il y a trop de texte, ont envie de passer à autre chose. Cependant, ça serait dommage parce que l'exercice est finalement relativement simple et plein de données sont présentes directement dans le texte. Le vent solaire est constitué d'électrons et de protons, c'est vrai, c'est marqué dans le texte. Donc là, A est vrai. Le champ magnétique terrestre a pour réaction une droite perpendiculaire à l'axe des pôles. C'est aussi plus ou moins expliqué dans le texte, ou bien c'est la culture, c'est faux. Donc voilà, 2 questions rapidement faites. La vitesse moyenne de propagation du vent solaire est d'environ 1,6 10 puissance 6 km par heure. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a comme information? On me dit tout simplement que j'ai une vitesse. On sait que V est égal à D sur T. La distance, on la connaît, c'est 1,5 10 puissance 11. Mètres, il n'y a pas de souci, ils auraient pu la mettre en kilomètres, ça aurait été un piège de plus, ils l'ont mise en mètres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et le temps, on nous dit que le temps nécessaire, il est de 4 jours de mémoire. Donc, il est de 4 jours, mais comme on est en kilomètres par heure sur la réponse finale, je regarde par rapport à l'énoncé, on parle en kilomètres par heure, vu que c'est 4 jours, ça va être 4 fois 24. Ah oui, dans un jour, il y a 24 heures. Donc ça fait 1,5 10 puissance 11 divisé par 87, le nombre d'heures pendant 4 jours. Ça fait 1,5. Alors vous allez voir, volontairement je prends le temps de le faire pour éviter d'avoir les erreurs, divisé par 9,6 10 puissance 1. Pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Tout simplement parce que j'ai une aide au calcul qui me dit que 1,5 sur 9,6 ça fait 0,16. Et encore une fois, comme j'ai déjà pu vous le dire plusieurs fois, je gère mes puissances après. 10 puissance 11 sur 10 puissance 1, ça fait 10 puissance 10. Ça me fait donc 0,16 10 puissance 10. Maintenant, il va falloir faire attention parce que ici, là, je trouve donc en 0,16 10 puissance 10 mètres par heure. Ça me fait donc 0,16 10 puissance 7 km par heure. Soit encore par rapport à ce qui m'est proposé, 1,6 10 puissance 6 km par heure. Donc c'est bien vrai. On fait attention, je ne cherche pas à faire rentrer cette affirmation, je ne cherche pas à faire en sorte qu'elle soit vraie, c'est juste que je pose des questions par rapport à ce qui m'était donné. J'avais divisé un temps, on en avait déjà parlé, qui était en mètres divisé par des heures, donc mon résultat est en mètres par heure. Eux, ils proposent en kilomètres par heure, c'est pas faux, on a le droit, donc 0,16 10 puissance 10 mètres par heure, c'est aussi 0,16 10 puissance 7 km par heure. Ce qu'on peut aussi écrire sous la forme 1,6 10 puissance 6 km par heure. Les ondes électromagnétiques issues du Soleil mettent environ 5 fois 10 puissance 1 seconde pour parvenir à la Terre. Ça, c'est pareil, voilà. C'est vraiment un sujet qui peut paraître difficile au démarrage et qui est très très simple. Limite, un élève un peu adroit en troisième pourrait s'en sortir parce que c'est vraiment juste de la compréhension de texte. Petite idée. Qu'est-ce qu'on sait? On sait ça, vous le savez depuis la troisième, que V est égal à D sur T. Je cherche quoi? Je cherche un temps. Donc T est égal à D sur V. La distance Terre-Soleil, c'est marqué 1,5 10 puissance 11. Et la vitesse des ondes électromagnétiques, c'est celle de la célérité, 10 puissance 8. 1,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Donc 0,5. Je gère mes puissances après. 11 moins 8 puissance 3. Seconde. Donc c'est faux. Exercice 6. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est parti. Pareil, un exercice relativement simple avec cette fameuse notion de quantité de mouvement.
La quantité de mouvement PS se conserve, de S, pardon, se conserve, c'est bien vrai. Hein. Dans le cas d'un système sans frottement, elle se conserve. Petit b, après le tir, on a PA est égal à PB. Du coup, mon lapsus a été révélateur. En fait, on n'a pas PA égal à PB, on a PA est égal à moins PB. Voilà, les vecteurs entrent en compte, donc c'est égal, mais parce qu'ils sont de sens opposé, donc l'affirmation est vraie qu'en mettant ici un moins. Hein, étant donné que j'ai PA dans un sens, et je vais avoir PB dans l'autre. Donc c'est PA égal à moins PB, donc l'affirmation elle est fausse. La C. La valeur de PB après le tir est de 87 kg mètre seconde moins 1. Alors, c'est pas très difficile. On sait que la vitesse après le tir est de 3000 km/h. On va voir sur cette histoire de pas très difficile parce qu'il y a des petites astuces et des petits pièges. Donc, la quantité de mouvement, c'est N fois V. La masse, on la connaît, elle nous est donnée dans le sujet. Alors, on fait bien attention, on prend bien la bonne masse. Hein. La valeur PB après le tir, donc on s'intéresse donc à MB, donc c'est 8 grammes. MB là, d'accord. Donc c'est 8 grammes, donc ça fait 8, 10 moins 3. Même si on vient de faire de la chimie, par exemple si vous avez fait de la chimie avant, on se rappelle bien qu'en physique, les masses sont en kilogrammes. Donc 8 grammes, c'est 8, 10 moins 3. Fois la vitesse. Alors la grande tentation, c'est de marquer fois 3000. Alors, c'est pas fois 3000, c'est fois 3000 divisé par 3,6. Pourquoi 3000 divisé par 3,6? Et tout simplement, c'est 3000 divisé par 3,6 parce que je convertis mes kilomètres par heure en mètres par seconde. Parce que sinon, ce n'est pas la quantité de mouvement que je vais trouver. En tout cas, pas dans les bonnes unités. Éventuellement, je vérifie avant qu'il me demande bien en mètres par seconde. Je regarde ça, je fais le calcul, donc ça fait 8 fois 3, 24. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, ça s'annule en fait. Donc 24 divisé par 3,6. Par champ, j'ai une aide au calcul qui me dit que 24 sur 36, ça fait 0,67. Donc ça fait 24 divisé par 36, 10 puissance 1. Donc ça c'est égal à, d'après l'aide au calcul, 0,67. 10 puissance moins 1. Sauf que, pardon, tac, et voilà, excusez-moi. Plus 1, donc ça fait 6,7 kg mètre seconde moins 1. Le tireur a repoussé vers l'arrière avec une vitesse de 0,3 km/h. Qu'est-ce qu'on sait? On a l'énergie, la quantité de mouvement qui se conserve. On a la quantité de mouvement qui se conserve. Pardon, excusez-moi. Donc, on a moins MAVA plus MBVB égale à 0. D'où vient le moins? Tout simplement parce que A et B, je vous l'ai expliqué ici, sont de sens opposé. Donc, c'est bien moins MAVA est égal à plus MBVB est égal à 0. Donc, j'ai finalement un rapport entre les deux. Je sais que j'ai donc MVA qui est égal, si je passe ça ici, ça fait moins MBVB, les moins s'annulent, enfin se compensent. MBVB, le tout divisé par MA. J'ai donc VA qui est égal à MB, on l'a vu tout à l'heure, 8 grammes, 8 10 moins 3. La masse de A, 80 kg, donc cette fois-ci pas besoin de convertir, 80. Et la vitesse de B, elle nous est donnée, pardon, elle est 3000. Alors on va voir, je le note 3000 volontairement cette fois-ci. Donc ça fait 8 sur 80, ça fait 0,1. Fois 10 moins 3 fois 3000. Ça fait donc en tout 0,3. Alors, vous allez vous dire, oui, mais là, cette fois-ci, il n'a pas converti. Mais, vu que je sais que ici, ce que j'ai marqué ici, c'était en km/h, je retiens, au fond, on voit que la réponse sera en km/h. Et ça tombe plutôt bien parce que du coup, ce qui m'était proposé au niveau de l'école, c'était aussi des km/h. Donc l'affirmation est bien.
J'ai le droit d'écrire cela du moment que je sais qu'à la fin, ma vitesse sera en km par heure. Naturellement, on a le droit de rester en km par heure du moment qu'on ne se prend pas les pieds dans le tapis ou bien qu'on ne fait pas d'erreur par la suite. Exercice 7. Je vous laisse en prendre connaissance. Alors, exercice 7. L'exercice 7, c'est une partie qui vous fait souvent peur, tout simplement parce que c'est assez nouveau, ça amène plusieurs notions. Mais en réalité, si on fait vraiment bien attention à ce qu'on étudie, si on a vraiment bien compris le chapitre mécanique, c'est relativement simple. C'est juste des applications un tout petit peu plus poussées et encore de la seconde loi de Newton. Si on maîtrise vraiment très très bien cette seconde loi de Newton, l'exercice 7 ne devrait pas poser de difficulté. La première question, la A, le champ de pesanteur est perpendiculaire aux armatures de sens vers le bas. Alors, il est perpendiculaire aux armatures, ça c'est vrai. Sauf que ce champ de pesanteur, il va des armatures positives vers les armatures, pardon, pas le champ de pesanteur, le champ électrique, excusez-moi. Ce champ électrique va des armatures positives vers les armatures négatives. Donc, il est orienté de sens vers le haut. Donc, l'affirmation A est fausse. Petit b, les équations horaires du mouvement de l'électron sont patati et patata. Alors, justement, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. On prend juste le temps de le faire. Essayez aussi de refaire cette démonstration tranquillement. Si vous savez la faire, ça veut dire que vous maîtrisez plus ou moins ce chapitre et le chapitre de mécanique de manière plus générale. On pose les choses simplement. Une loi qui est toujours vraie dans un référentiel galiléen, c'est la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on a négligé le poids, ce que j'ai tendance à noter sur un brouillon, bien sûr, voilà, le poids barré, on néglige le poids. Du coup, quelles sont les forces présentes? Tout simplement, la fameuse force électrostatique. Et donc, la force électrostatique est égale à la masse fois l'accélération. Cette force électrostatique, c'est QE. Et Q, c'est, comme c'est un électron, c'est moins E. Voilà. Du coup, à partir de là, on peut trouver, en projetant tranquillement, alors je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, A est égal à moins E sur M, suivant le champ. Moins. Et bien maintenant, je vais tout simplement projeter sur mes axes. Alors, tout simplement, sur l'accélération. Tout simplement, on se rend compte que E est orienté uniquement sur l'axe des Y. Donc, l'accélération sur un X, ça va être nul. Et l'accélération sur un Y est égale à ce que je viens de trouver. Je vérifie aussi que mon champ soit bien orienté dans le même sens que les axes des Y. C'est bien le cas. Donc, je n'ai pas besoin de changer, de remettre un moins. C'est pas moins, c'est bien moins E sur M suivant le champ. D'accord? Parce que E est bien orienté dans le même sens que l'axe OY, tout simplement. Je le vérifie, c'est pas le hasard, c'est pas aussi une négligence. On vérifie avant de l'écrire. D'accord? Je vais continuer, je vais en profiter pour effacer ce qui a été écrit, de sorte à avoir tout sur la même ligne. On trouve donc, j'intègre pour avoir les vitesses, Vx, Vy. Alors ça rejoint un peu ce qu'on a eu l'habitude de voir. Ici, j'ai bien un V0 ici, formant avec l'horizontale un angle alpha. Donc sur X, ça me donne V0 cos alpha. Positif, parce que c'est orienté vers les X positifs. Et sur Y, ça va me donner V0 sin alpha. L'intégrale, donc, de ça, c'est... Donc, j'ai intégré ici, donc l'intégrale de 0, c'est 0 fois t plus la condition initiale qui est la suivante. J'ai intégré ici, l'intégrale de moins E sur M, E, le champ étant constant, c'est moins E sur M fois t, d'accord, moins EE, pardon, sur M fois t, plus V0Y qui est égal à V0 sin alpha. Ça c'est égal à V0X, si vous voulez préférer le voir ainsi, ça c'est égal à V0Y. Et je peux intégrer encore une fois
comme l'angle alpha est indépendant du temps, hein, c'est initial, hein, c'est les conditions initiales. Tac. Ça me donne l'intégrale V0 cos alpha t. Je le dis à l'oral, plus x0 mais c'est égal à 0. Allez, je l'écris, plus x0 mais c'est égal à 0. Et yt, c'est l'intégrale de ça, donc moins 1,5 en fonction du temps. Voilà. Plus V0 sin alpha t, hein, parce que alpha n'est pas dépendant du temps, hein, sinon il faudrait travailler sur les cosinus et sinus, plus égal à 0, qui est égal à 0. Donc je trouve que par rapport à ce qui m'est proposé, que c'est faux. Excusez-moi, du coup je faisais le rapport. C'est faux pour une petite astuce. Ils ont oublié de nous indiquer le moins. Voilà, donc c'est faux à cause du moins absent. Donc la B de l'exercice 7, je vais peut-être changer de couleur, c'est faux. Ok, on va continuer avec la C. Je fais juste une vérification si le changement de couleur est OK. Alors, la C. L'équation de la trajectoire est patati patata. Alors, une fois qu'on en est arrivé à la B, donc on a intérêt de ne pas se tromper, hein, parce que sinon forcément la C va engendrer des erreurs. C'est très très simple. Je sais que x de t est égal à V0 fois t cos alpha. Voilà. Du coup, j'exprime t en fonction de x. T est égal à V0 cos alpha sur x de t. Voilà. Et j'insère, hein, j'ai tendance à dire j'intègre, mais c'est pas mathématiquement propre. J'insère cet élément dans y de t en remplaçant donc tous les t par ça. Donc ça fait, d'après ce qu'on vient de trouver, hein, je prends juste ce que j'ai écrit auparavant, moins petit e sur 2 m facteur de V0 cos alpha sur t, pardon, excusez-moi, c'était tac tac tac, V0 cos alpha sur x, oui, pardon, plus V0 sin alpha t fois V0 cos alpha sur x. Ah, ici, c'est un truc carré. Excusez-moi, hop, je reprends en marche arrière. Ce qui ne convient pas, on refait marche arrière, hop. Donc, j'ai x de t est égal à V0 t cos alpha, pardon. Donc t est égal, voilà, x, voilà, je préfère dans ce sens-là, hop, sur V0 cos alpha, bidon, hop. Donc on a donc t est égal à x sur V0 cos alpha. On a donc, je reprends, moins e sur 2n. Ici, tac, x sur V0 cos alpha e tout au carré, plus, tac, 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 V0 sin alpha fois x sur V0 cos alpha. Voilà. Ce qui nous permet donc ici, les V0 simplifient. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc ça fait donc, hop, moins EE sur 2m x au carré. Je vais l'écrire comme l'école, hop, on va l'écrire, ça revient exactement à même. Hein. Cos alpha e tout au carré, voilà, plus tangente alpha x. Donc c'est bien vrai. Et la question D. L'électron sort des plaques à leur donner Y sorti à moins 0,11 mètres. C'est pas très compliqué une fois qu'on a ça et qu'on réfléchit un peu à ce qui nous est donné. Ça va faire un peu de calcul par contre. Je vais tout effacer à part la dernière ligne que je vais utiliser. Voilà. Tac. Donc petit D. J'essaie de vous trouver un stylo qui passe parfaitement.
Tout simplement, qu'est-ce qui se passe en Y sorti? On a X qui est égal à, c'est marqué dans le sujet, 10 cm. Il y a 10 moins 2. D'accord? Ou 0,1 mètre. Voilà, 10 moins 2 mètres, ce sera plus propre ainsi. Du coup, on va faire nos calculs avec les éléments donnés et avec 0,1. Alors, ça va faire quand même un bon gros calcul, mais ça vaut le coup parce qu'une fois qu'on a compris, c'est pas très difficile. Donc, je remarque petit D, plutôt Y sorti. Et c'est parti, je reprends là, sans écrire ou gagner un peu de temps, mais en tout cas en remplaçant tout. Donc, E, on l'a, il nous est donné, on a tous les éléments. Donc, la charge d'un électron, moins 5,7 10 puissance 4 fois 1,6 10 puissance moins 16. Moins 19, pardon. 1,6 10 puissance moins 19, c'est la charge. Divisé par 2 fois 9,11 10 puissance moins 31, la masse d'un électron. Et tout facteur de 0,1 divisé par V0 cos alpha, 2 10 puissance 7 V0, fois cosinus de alpha, donc comme on est sur 30 degrés, cosinus 30, donc fois racine carrée de 3 sur 2, plus 0,01 fois 0,57. Alors tout simplement, là, j'ai réutilisé les éléments. Hein. Tangente, donc 0,01 c'est x, et tangente x, ça m'est donné, c'est 0,57. Tangente 30, pardon. Donc, maintenant, il faut un peu faire du ménage là-dedans, parce que là, il y a des choses quand même à simplifier. Je peux déjà simplifier ça. Ça me permettre un peu avancer. D'après les aides au calcul, je trouve que 10 puissance moins 2, ici, je peux aussi un peu simplifier. Je trouve donc que ça me fait moins 1 10 puissance 16 sur 2, le tout fois 10 moins 2 sur 10 puissance 14 fois 3. Alors ça, 10 moins 2 sur 10 puissance 14 fois 3, pardon, j'avais oublié d'écrire ici. C'est parce qu'on avait le carré, donc 0,1 ça fait 10 puissance moins 1 au carré, ça fait 10 moins 2. 10 puissance 7 au carré, ça fait 10 puissance 14. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. D'accord. Ici, c'est avec les aides au calcul qui nous sont donnés que j'arrive à trouver le 1 demi 10 puissance 16. Plus, alors ça c'est assez simple à calculer, 5,7 10 puissance moins 2. Voilà. Hop, on y est presque. Ça me fait donc, si on fait le calcul, ça fait tac, moins 0,167 plus 5,7 10 moins 2. Ça fait donc environ 1 moins 1,1. Voilà. C'est un beau calcul, il faut vraiment utiliser les aides au calcul, hein, avec ici le 1 tiers, le 1 demi de 1 tiers, etc. Et on arrive quand même à ce calcul-là, à ce résultat-là. Il prend un peu de temps, hein, je vous avoue qu'en préparant l'exercice, j'ai passé un peu de temps à faire les simplifications, etc. On va passer à l'exercice 8. Donc, pardon, la D, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai, hein, c'est besoin. Donc la D est bien vraie. On va passer à l'exercice 8, je vous laisse le temps de le regarder. Un exercice 8 peut-être un tout petit peu plus complexe, il va nous demander d'avoir vraiment un peu de réflexion. On a l'impression de prime abord que tout va bien, ça va être facile parce que les éléments nous sont donnés, mais en fait les éléments donnés ne sont pas forcément les plus difficiles. Il va juste falloir un tout petit peu réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, c'est vraiment la question A qui demande un peu de réflexion. Après, le reste,
se déroule assez rapidement. Pour que les deux projectiles se rencontrent avant de toucher le sol, il faut ça et ça. Alors on va vérifier, on va être obligé de deux conditions. Est-ce que ces deux conditions sont bien nécessaires? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que si on veut que les deux projectiles se touchent, se rencontrent avant de toucher le sol, il faut donc que XA égale XB. Alors, j'aimerais vraiment préciser que le but du jeu, c'est pas forcément de trouver ce qui m'est proposé, vérifier que ce qui m'est proposé, c'est bien ça, d'accord? Donc, par contre, ça c'est sûr, si les deux projectiles se touchent, leurs coordonnées vont être identiques, donc XA est égal à XB, et on va aussi avoir YA égale YB. Dans un premier temps, travaillons sur XA égale XB. Voyons voir ce que ça me permet d'avoir comme information. Si je pense ce qui m'est donné, je vais donc trouver si XA égale à XB, on va donc avoir V0 T1, si je l'appelle le moment de rencontre, cos alpha 0 égale à X1. Ça me permet d'avoir aussi que X1 sur V0 cos alpha est égal à T. Donc ça, c'est quand ils se rencontrent. Il faut, par contre, qu'ils se rencontrent avant de toucher le sol. D'accord? Ça, c'est auquel moment ils vont se rencontrer. Il faut qu'ils se rencontrent avant de toucher le sol. Alors, on voit assez rapidement que celui qui touche en premier le sol, ça va être le projectile B. Hein? C'est lui qui va tomber le plus rapidement au sol, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'angle émis. Donc, celui qui va toucher le sol en premier, B touche le sol avant A. D'accord? Et il est bien marqué qu'on veut qu'ils se rencontrent avant de toucher le sol, sinon ils ne vont pas se rencontrer en fait. Donc B touche le sol avant A. Alors, quelle est la condition? Quelle information j'ai? B va toucher le sol quand? Ben, il touche le sol lorsque 0 est égal à moins 1,5 de G, je vais appeler ça T des sols au carré, d'accord? Pour l'instant, on verra après par rapport à l'écriture proposée par l'école, plus HI. Alors c'est HI, pas HA, pardon pour tout à l'heure. Hop, voilà. J'ai donc T. Je passe à ce côté-là, donc ça fait tac, les moins se simplifient, ça fait 2 HI sur G. Un tout est positif, donc pas de problème. Racine carrée de 2 HI sur G. On a trouvé que T de la rencontre, c'est XI V0 cos alpha, et on a trouvé qu'il fallait que ça touche avant 2 HI sur G. Il faut donc que j'ai, ce que j'ai trouvé ici, hein, il faut donc que j'ai X1 sur V0 cos alpha. Il faut que ça se rencontre avant. Donc ça, il faut que ça soit inférieur à racine carrée de 2 HI sur G. Alors là, je viens de faire apparaître la première affirmation. Alors, je n'ai pas cherché à la trouver. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ils se sont rencontrés en XA égale XB, c'est quand ils se rencontrent. Bon, le moment de l'impact, ça va être ça. Il faut que cet impact ait lieu avant quoi? Il faut qu'il ait lieu avant que le premier qui touche le sol, parce que c'est dans la condition. Donc, avant que B touche le sol, c'est lui le premier à toucher le sol. Donc, ici, on trouve que B touche le sol à un moment, racine carrée de 2 HI sur G. Donc, il faut que ce impact soit inférieur à celui-ci. Donc, ça, voilà. Donc, la première partie est vraie. Alors, la deuxième partie, voyons voir ce qu'il en est. On va peut-être travailler sur les Y, parce que pour l'instant, j'ai travaillé que sur les X. Donc, j'efface, on sait que c'est vrai, on le retient. Hein, j'efface pour avoir plus de visibilité. Maintenant, j'ai YA égale YB. Alors, le fait de savoir que YA égale YB, est-ce que ça va m'apporter une information? On va regarder ça immédiatement. Je cherche mon stylo. Hop, voilà. Si YA égale YB, tout simplement, j'écris que moins, c'est pas le bon. Tac, il est là. Moins 1,5 de G T carré plus V0 T sin alpha 0 plus H est égal à moins 1,5. Alors, c'est les mêmes, hein. Le temps, vu que c'est le moment d'impact, c'est le même temps, plus H. Voilà. Bon, on voit assez rapidement que les moins 1,5 de GT vont simplifier. Je trouve donc une information
sur T, hein, par rapport à ce qui m'est proposé, non, sur sin alpha par rapport à ce qui m'est proposé par l'école. Je trouve donc que V0T sin alpha 0 est égal à HI moins H, soit sin alpha 0 est égal à HI moins H sur V0 TI, avec plutôt un impact. Donc, l'affirmation A, c'est bien vrai. Alors, c'est pas TI, pardon, c'est T1 dans ce cas-là. C'est juste des histoires d'écriture. Hein. Voilà. La durée T1 est de 0,28 secondes. Alors après, tout va assez rapidement en fait, parce que tout est relativement simple. La petite b, qu'est-ce qu'on sait? On sait tout simplement que T1 est égal à x1 sur V0 cos alpha. C'est donc égal à 1, d'après les informations qui me sont données, tout simplement dans le sujet. 5 fois V0 cos alpha, c'est racine carrée de 2 sur 2. Alors, j'ai des aides au calcul qui me permettent de trouver que c'est égal à 0,28 en utilisant les aides au calcul. Parce qu'en fait, ça, on n'oublie pas que ça, c'est aussi égal, je l'écris ici, hein, à 5 sur racine carrée de 2. Donc 5 sur racine carrée de 2 d'après l'aide au calcul, c'est alors, c'est pas d'après l'aide au calcul, pardon, c'est dans l'autre sens, c'est 1 sur 0,28. Et du coup, comme c'est l'inverse, paf, ça remonte. Les deux projectiles se rencontrent à l'ordonnée 5,4 mètres. Alors, on sait à quel moment ils se rencontrent, à 0,28 secondes. Hein. Donc, vous avez vu que si je réponds mal à la B, je vais mal répondre à la C. Donc, au cas où ce n'était pas bien clair, la B, c'est vrai. Hein. Donc, on sait que le temps d'impact, c'est 0,28 secondes. Tout simplement, il suffit d'en prendre une, j'ai envie de dire la plus simple pour ne pas s'embêter. On va prendre, j'ai toutes les informations de partout, j'ai H1, pas forcément, on va plutôt prendre celle-ci, on va prendre avec H, YA, hop, est égal à moins 1,5 fois G fois 0,28 au carré, d'accord, donc plus 0,28 fois V0, 5 fois racine carrée de 2 sur 2. Plus H. On n'oublie pas le plus H. Voilà. Alors je vais changer le G par 10, hein, comme ça c'est fait. Le 0,28 au carré, ça ne nous est pas forcément donné en indication, mais on trouve que c'est 2 sur 5, enfin racine carrée de 2 sur 5 au carré, d'accord? Donc ça fait moins 1,5 fois 10 fois racine carrée de 2 sur 5 au carré, ça fera donc 2 sur 25, plus 0,28 fois 5 fois racine carrée de 2 sur 2 plus 5, d'accord? Alors, et après, ici, tout ça va un peu simplifier tranquillement. On trouve 0,28 fois 5, ben, ça fait racine carrée de 2. 0,28 fois 5, ça fait racine carrée de 2. D'accord? Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2, tout ça simplifie. 2, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2 sur 2. Donc, tout ça, ça me fait 1. Vous avez vu, je fais ce que j'appelle en cascade. Voilà, plus 5. Donc, 1 plus 5. Le plus 5 étant là, hein, d'accord? Donc ça c'est 1 plus 5. Maintenant, on s'intéresse à cette partie-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ça faisait 2 sur 25. 25 fois 2, ça fait 50, d'accord? Donc ça fait moins 10, moins 20, hein, 2 fois 2, d'accord? Sur 2 fois ça, 25, 50, plus ça, d'accord? Et ça fait 5,6
Ils ont été un petit peu sournois, hein. Ils ont proposé 5,4. Jusqu'à la fin, on est à la limite de ripper. Non, c'est bien 5,6. Hein. 1 plus 5, 6. Moins 0,4, 5,6. Vous voyez les astuces utilisées. Hein. Je passe ça, j'utilise l'aide au calcul dans l'autre sens. Racine carrée de 2 sur 5, je transforme en 2 sur 25. Fois 50, 25 fois 2, pardon, ça fait 50. 10 fois 2, ça fait 20. Ici, ça aussi, c'est pareil. J'utilise l'aide au calcul dans un autre sens, etc., etc. Et les coordonnées du point I sont HI égale 1 mètre et HI égale 6 mètres. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc ici, donc l'affirmation est fausse, hein, pour la C. Et donc pour la D, donc les coordonnées du point I. Coordonnées du point I. Donc on propose XI est égal à 1 mètre, hein, et HI est égal à 6 mètres. On a la question D, on pourrait les utiliser éventuellement. Hein, on pourrait les utiliser éventuellement pour vérifier, tout simplement, pour utiliser ces données. Et vu qu'on est à la question D, on va regarder ce que ça donne. Déjà, pour le XI, c'est vrai. J'ai envie de dire CF l'énoncé. Et pour le HI, on le retrouve à plusieurs endroits. On va le retrouver de manière assez rapide ici. On sait que sinus alpha, on va le retrouver ici. Sinus alpha 0 est égal à HI moins H sur V0 fois TI. Donc, je peux tout simplement me dire que HI c'est égal à sinus alpha 0 fois V0 fois TI. Donc ça remonte, plus H. Voilà, H c'est 5. La grande question c'est de savoir est-ce que cette partie-là fait 1. Alors, sinus alpha 0, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2, fois V0, c'est 5, fois, non, c'est pas T0, excusez-moi, c'est TI, hein. Hop. Fois TI qui était de 0,28. Voilà. Donc, racine carrée de 2 sur 2 fois 0,28. Alors ça, on l'a vu plusieurs fois. Hein. On va pouvoir tout transformer. On sait que 0,28, c'est aussi d'après l'aide au calcul. C'est racine carrée de 2 sur 5. Hein. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2 fois 5 fois racine carrée de 2 sur 5 plus 5. Il faut être assez à l'aise hein, dans le calcul au niveau de cet exercice-là. Ça simplifie. Tout ça, ça va simplifier en un grand 1. Ça fait 1. Donc, je l'écris correctement. 1 plus 5, ça fait bien 6. Donc, la réponse D, c'est bien vrai. Exercice 9. Pareil, je vous laisse en prendre connaissance. Bon, vous voyez que même en ayant les corrections, etc., c'est des exercices qui sont un peu longs à faire. Donc, le jour du concours, hein, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Tout simplement, il va falloir vraiment être très efficace le jour du concours. Exercice 9. C'est parti. L'unité de Newton est kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2. Alors ça, à force de vous entraîner, ça va devenir une habitude. C'est vrai qu'on ne vous l'aborde pas si souvent que ça. Qu'est-ce que vous savez dans le cours? On sait que là, une force est égale à une masse fois une accélération. Donc j'ai des newtons, hein, si je m'intéresse à une unité. C'est égal à des kilogrammes, mètre, seconde moins 2. Tout simplement. D'accord? Donc, une force, c'est une masse fois une accélération. Donc, je trouve donc que les newtons, c'est des kilogrammes, mètres, seconde, moins 2. Continuons. Petit b. Le wagon va s'arrêter au bout de 10 secondes. Alors, on va regarder ça, petit b.
J'essaie juste de faire un changement stylo efficace. Tac. Parfait. On va commencer à y arriver. Alors, le wagon va s'arrêter au bout de 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Hop, voilà, je vais le virer. Je vais commencer à être en rade de stylo. Voilà. On a donc ici un wagon qui est sur une pente. Tac, 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 avec une force comme ça. Et puis une vitesse comme ça. Pour cet exercice-là, je vais considérer uniquement sur mon axe x0. D'accord? Je vais dire que mon axe il est comme ça. D'accord? Pour travailler. Du coup, j'ai la force plus mg est égal à la masse fois l'accélération. Ça, c'est la seconde loi de Newton. La force plus mg est égale à la masse fois l'accélération. Je peux donc continuer en indiquant que hop, je projette sur mon axe. Excusez-moi, je suis en mode changement stylo. Voilà, ça bien, qui marche, qui passe bien à l'écran. Voilà, très bien. Je projette sur mon axe. J'ai donc l'accélération qui est égale à quoi? Étant donné que j'ai orienté de manière arbitraire, mais en tout cas, dans mon cas, j'ai orienté mon axe ainsi, et la force est dans ce sens-là, j'ai donc moins F sur M. Tout simplement, j'ai décidé de l'orienter dans ce sens-là, j'aurais pu l'orienter dans l'autre. Dans mon cas, je fais bien attention, comme la force est opposée à mon axe, c'est moins F sur M. Et pour ici le poids, on se rend compte que c'est une projection que je vais avoir. La projection, vous pourrez le revoir en cours, enfin le revoir dans votre cours si besoin est. Hein. Ici, on se rend compte que premièrement, ça va être aussi de sens opposé à x0, et c'est moins mg sin alpha. C'est-à-dire que l'angle alpha ici présent se retrouve ici. D'accord? Donc moins mg sin alpha. Moins mg sin alpha divisé par m. Hein, parce qu'il fallait diviser par. Donc en faisant le calcul, je trouve une accélération qui est égale à moins 221 fois 10 puissance 3. Alors pourquoi 221 10 puissance 3? Parce que c'est 221 kN. Divisé par une masse, la masse elle est de 170 tonnes. Donc 170, comme c'est des tonnes, fois 10 puissance 3. Moins, donc les m se sont simplifiés, hein, moins 10 fois sinus 10. Donc les 10 puissance 3 vont se simplifier d'elles-mêmes. On a une aide au calcul qui nous dit que 221 sur 170, ça fait 1,3. Donc ça fait moins 1,3. Moins sinus 10, c'est 1,7. Alors g fois sinus 10, pardon, c'est 1,7. Donc moins 1,7. Et donc une accélération de moins 3 mètres seconde en 2. Donc la question B, elle est vraie. L'AC à une constante près l'énergie mécanique de l'électron X, pardon, je suis, hop, pas sur la bonne page, voilà. L'AC, pardon, le travail du poids et moteur lors de la descente. Alors, lors de la descente, le train va aller, le wagon, pardon, va aller dans ce sens-là, et le poids est plutôt orienté vers là. Effectivement, le poids et le wagon vont aller dans le même sens, donc le travail est bien moteur. Facile, question assez rapide et facile à répondre. Lors de la descente, l'accélération est de 3 mètres par seconde. Alors, la tentation serait de dire oui, c'est l'inverse de, mais non. Parce que tout simplement, les frottements s'opposent toujours au mouvement, donc l'accélération c'est toujours moins F sur M. Et cette fois-ci, on a aussi le poids, l'accélération s'oppose au mouvement, donc par rapport à mon axe c'est plus F sur M, par rapport à mon axe, hein. L'accélération, les forces vont dans ce sens-là. Et par contre, le poids, lui, il reste bien en moins G sin alpha. Hein, je réexplique. Lorsque le train va descendre
lorsque le wagon va descendre, d'accord, lorsqu'il va dans ce sens-là. La force, elle, est orientée comme ça par rapport à mon axe arbitraire de tout à l'heure, mais juste pour bien comprendre, ben, il est positif, donc cette fois c'est plus F sur M. Et le poids, lui, ben, il est toujours pareil, hein. Lui, ça n'a rien changé, c'est toujours moins G sin alpha. Mg sin alpha en théorie, mais comme je disais, les masses. Donc en tout cas, ça ne fera pas plus 3. Hein, ça fera un calcul qu'on ne va pas s'embêter à faire, vu que je suis à la question D, je peux passer, je peux répondre faux. Exercice 9, avant l'exercice 9, on va faire un petit changement de, comme au tennis, un petit changement de balle. Donc on va retrouver des stylos qui fonctionnent bien pour que vous voyez bien. Top. Voilà, celui-là, hop. Ouais. C'est pas trop loin. Hop. Voilà, il y a celui-là. Il va pas rester beaucoup. Okay. Voilà, on va pouvoir travailler avec une petite base de stylo. Ici présente. Hop. Voilà. Et c'est parti. Exercice 10. La station possède une accélération centripète égale carré sur RT plus H. Alors c'est bien vrai. Tout simplement, c'est du cours. La réponse 10, donc je suis à l'exercice 10. C'est bien vrai, c'est une accélération avec le repère de Freinet. A est égal à V carré sur R suivant la normale. On prend bien RT plus H parce que je suis bien à une distance, le crayon c'est RT plus H. Petit b, la troisième loi de Kepler s'applique en prenant l'altitude H comme demi-grand axe de la trajectoire. Faux pour la petit b. S'applique en prenant comme demi-grand axe RT plus H. Voilà, tout simplement. La troisième loi de Kepler peut s'écrire dans ce cas T cube patati patata. Attention, c'est immédiat, faux. La troisième loi de Kepler, c'est T carré sur R cube. Et pas T cube sur R carré. Donc c'est faux. Petit d, la période de révolution est de patati patata. Donc, une période de révolution, c'est le temps nécessaire pour faire un tour. D'accord. On sait que V est égal à D sur T. D'accord. La distance, c'est tout simplement 2pi RT plus H. C'est quoi la distance? C'est tout simplement le périmètre sur T. Donc GT est égal à 2pi RT plus H sur D. Voilà. Et je trouve donc, alors on fait attention à bien vérifier que j'ai tout de manière correcte. Donc c'est 2 fois 3,14 RT plus H, ça me fait 6,8 10 puissance 6. On pense bien à mettre tout cela en mètres. Hein. Divisé par la vitesse, c'est elle m'est donnée pardon, de 7,7 km par seconde. Donc c'est 7,7 10 puissance 3. Donc ça me fait, si je fais mes calculs rapidement, ça me fait, avec les ailes au calcul, etc., on trouve un 43 10 puissance 6 sur un 7,7 10 puissance 3. Ça, c'est avec les ailes au calcul hein, que j'y arrive. Naturellement, j'y arrive pas de tête. On trouve 5,6 10 puissance 3 secondes. Ouais. Je n'ai utilisé pour faire tous mes calculs que les ailes au calcul, donc il n'y a pas d'astuces cachées, etc. Reprenez tranquillement les ailes au calcul et vous pouvez passer à cette étape-là et puis à la suivante. Exercice 11.
soit le canon à électrons s'y compte, patati patata. Alors, le champ électrostatique a pour valeur E est égal à 455 volts par mètre. Alors, c'est pas très compliqué pour trouver celle-là. On trouve que E, donc c'est l'exercice 11, on a la question A. On trouve que E est égal à VA moins VB. Le tout divisé par la distance. C'est donc ce qui met notamment l'unité volt par mètre. D'accord. Ça fait 4,55 10 puissance 3 divisé par la distance qui est de 10 cm, 10 fois 10 puissance moins 2. Et ça me permet de trouver 4,55 10 puissance 4 volts par mètre. Donc la première est fausse. Prenons la deux. Le travail de la force électrostatique lorsque l'électron se déplace de X à B est de patati patata. Alors le travail de la force électrostatique est égal à la force fois le déplacement, si c'est perpendiculaire ou parallèle, d'accord. Ça c'est dans le cas mécanique global. Il y en a aussi ici, on sait que le travail va être égal aussi, ici, dans notre cas, à moins E de Vx moins Vb. Donc ici, ça c'est le cas en mécanique globale. D'accord. Dans notre cas ici, on a le travail qui est égal à moins E Vx moins Vb. Tout simplement. Donc l'affirmation, elle est fausse. Alors, de prime abord, on a envie de dire que c'est vrai, mais en fait, ici, il y a une différence de signe. L'électron est chargé négatif. À une constante près, l'énergie mécanique de l'électron vaut moins 1,5 de mvx moins EVx. Alors, regardons ça. Petit c. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus les énergies potentielles en théorie. Non, par habitude, excusez-moi. Plus les énergies potentielles, d'accord. Ici, c'est bien 1,5 de mv carré plus l'énergie potentielle dans le cas de l'électron, c'est moins EVx. Donc ça, c'est pareil, ça, il faut le savoir. Je ne sais plus s'il me redonne des informations. Donc oui, c'est remarqué. L'énergie potentielle électrique d'une charge Q en un point A est égale à QA, QVA. Aussi, ça correspond à un QVx. D'accord. Et Q, c'est égal à moins E. Donc l'affirmation est bien vraie. L'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie cinétique plus les énergies potentielles. On va faire la réponse D. Voilà. La réponse D, j'ai la vitesse au point B et VB est égale à 2 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors comment on va faire pour s'en sortir là-dessus? Tout simplement, on sait que l'énergie mécanique est égale à une constante dans le cas. Ça, c'est un cas assez standard qu'on va utiliser. Donc, j'ai l'énergie cinétique en A, plus l'énergie potentielle en A, est égale à l'énergie cinétique en B, plus l'énergie potentielle en B. Au début, il est immobile. Donc ça, l'énergie cinétique en A, c'est égal à 0. L'énergie potentielle en A, c'est moins EVA. La charge sur B, VB est égale à 0. Donc l'énergie potentielle en B est égale à 0. L'énergie cinétique en B, certainement est différente de 0, étant donné que c'est ce qu'on cherche. Elle va être différente de 0. D'accord. On a donc, si on fait le calcul, on se retrouve donc avec VB, qui est recherché, est égal à moins E, moins 2EVA, sur M. Ça, c'est les carrés. Alors, avant de passer tout cela sans poser la moindre question en racine carrée, on sait que VA, il est négatif. D'accord. Donc, on peut sans problème marquer, mais je me suis bien posé la question avant, que VB est égal à 2 racine carrée de. Alors, moins 2, on va l'écrire comme ça, racine carrée de VA. Sur M. Ce qui pourrait faire peu avec le moins en racine carrée, mais parce que VA est négatif. On marque les données qui me sont données. Donc, j'ai moins 2
fois 1,6 10 puissance moins 19 fois VA moins 4,5 10 puissance 3. Ça m'arrange vraiment que ce soit en moins, sinon ce serait vraiment une horreur mathématique. Le tout divisé par la masse qui est de 9,11 10 puissance moins 31. Encore une fois, avec les aides au calcul, on trouve que à la fin, on se retrouve avec 4,4 10 puissance 7 mètres par seconde. Hein, dans les aides au calcul, j'utilise le fait que 4,55 fois 1,6 fois 9,11, tout ça, tac, tac, tac. Sans le signe moins, pardon, tac. Tout ça, d'après l'aide au calcul, c'est égal à 0,8. D'accord. Donc 0,8 fois 2, ça fait 1,6. Les moins se sont annulés, hein, je ne les gère plus. Donc j'en suis à 1,6 sur 9,11, tout simplement. 9,11, on va être plus ou moins obligé de... Non, pardon, le 9,11 a disparu. Donc 1,6. Et après, je gère mes puissances et je retrouve sans problème le résultat final. Oui, il faut bien aussi penser que 1,6, c'est certainement égal à 16 10 puissance moins 1. Enfin, après, on verra pour la gestion des puissances, hein, en faisant le calcul. Et on sait que racine carrée de 16, c'est 4. Hein. Et puis là, les puissances se sont autogérées. D'accord. Exercice 12. Donc c'était faux, hein, si jamais vous ne l'avez pas compris. Exercice 12, un pendule simple. Alors ça, c'est le genre d'exercice, on n'a pas vu les formules de cours, c'est un peu dommage parce que c'est relativement simple. On va regarder ça rapidement. Donc exercice 12. Oui, ayez bien conscience que généralement, les exercices qui ne sont pas forcément abordés souvent en cours sont un peu plus simples. À l'inverse, les exercices entre guillemets standards, comme de la mécanique, etc., vont être des fois un peu plus conséquents. Alors, l'énergie mécanique est égale à 130 joules. Bon, par exemple, on va s'intéresser au point A. Au point A, l'énergie mécanique en A est égale aux énergies potentielles en A plus l'énergie cinétique en A. En A, l'énergie cinétique, elle est nulle, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Donc l'énergie mécanique va juste être liée à l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, c'est mg h. Alors je vais l'écrire ainsi pour l'instant et puis on va un peu l'affiner. Je vais marquer volontairement ainsi, ne marquez pas ça dans une copie, c'est pour qu'on se comprenne. En fait, je vais m'intéresser à la différence de hauteur. Alors réfléchissons. Je m'intéresse vraiment qu'à la différence de hauteur. Donc ici, si j'ai mon point A ici, d'accord, tac, tac, tac. Le fil, il est inextensible. Alors, c'est mal dessiné, c'est vraiment pour que vous compreniez. Ici, j'ai une longueur L, qui n'est pas un grand L, mais un petit L. Je retrouve cette longueur-là ici, d'accord. Et en fait, le fameux H, ça correspond à cette zone-là. D'accord. Et c'est égal à quoi H? C'est égal à tout ça, moins ça. Donc, c'est égal à L, moins ça. Alors ça, c'est pas très compliqué, c'est la trigonométrie. Je regarde, c'est alpha mi. Et ici, ça, c'est tout simplement le cosinus. Donc, c'est L moins L cos alpha. C'est donc égal à L, facteur de 1 moins cos alpha. Donc, l'énergie mécanique en A, je reviens là-dessus, c'est égal à mg L facteur de 1 moins cos alpha. Après, je transforme tout simplement. La masse, c'est 50 grammes, donc c'est égal à 50 10 moins 3. G, c'est 10. Je vérifie que je n'ai pas mis un 9,8. Non, c'est bien 10. Fois L. L, la longueur est de 2 mètres. Bon, voilà. Facteur de 1 moins cos alpha. Donc, on est sur du cos 30. Donc, moins 1 moins 0,87. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils vous ont aussi marqué le sinus alpha. Je ne me rappelle plus. Si on va l'utiliser par la suite, non, je vous confirme. Donc, vous voyez qu'il par moment, ils vous mettent des aides au calcul qui sont là pour vous tromper.
Le sinus ne va pas être utile. Alors, on continue. 50 fois 200, d'accord, fois 10, ça fait 1000, d'accord, donc ça fait 1000. Donc 50 fois 200 fois 10, 1000, 10 puissance moins 3, donc entre guillemets, ça s'auto-annule, tout ça. Et ici, ça fait 0,13. Je trouve donc une énergie mécanique qui est égale à 0,13 joules. Tout simplement, on me proposait 130, donc c'est faux. Le point A est à l'altitude ZA est égale à 26 cm. Alors, j'allais effacer, mais je vais garder ça parce que du coup, je vais l'utiliser directement. Tac, 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 tac. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, je vais l'utiliser directement. ZA. Hop. J'essaie de me réappliquer dans l'écriture. ZA est égal à N facteur de 1 moins cos alpha. C'est donc égal à 2 facteur de 0,13. On a fait le calcul tout à l'heure. Je trouve donc ZA est égal à 0,26 mètres. Alors attention, c'est pas faux, c'est bien 0,26 mètres, c'est bien 26 cm. Donc c'est vrai. La vitesse au point B et VB est égale à 2,28 mètres par seconde. Alors ça, c'est pas trop compliqué. L'énergie mécanique se conserve, on considère qu'il n'y a pas de frottement. Donc l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B est égale à l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Et ça, c'est égal à l'énergie mécanique qu'on vient de calculer. Or, en P, c'est marqué dans l'énoncé, l'énergie potentielle, elle est nulle. D'accord? Donc, j'ai l'énergie cinétique en B qui est égale à 1,5 de mVb carré est égale à l'énergie mécanique. D'accord? J'ai donc VB est égal à 2 énergies mécaniques sur la masse en racine carrée. Tout est positif, donc je peux passer ça en racine carrée. Ça me fait donc 2 fois 0,13, racine carrée de 2 fois 0,13, tout divisé par la masse, elle est de 50 grammes. « 50 grammes, attention, d'accord. Donc 2 fois 0,13 divisé par 50, 10 moins 3. On continue, on fait tranquillement son petit calcul. Donc, au niveau des simplifications, je regarde ce qui m'est donné. Racine carrée de 1,3, on me dit que c'est 1,14, d'accord, ça peut être utile. Donc, on en arrive à VB, qui est égal à 0,26 divisé par 50, 10 moins 3. On trouve donc que c'est égal à 26 10 puissance moins 2 sur 50 10 puissance moins 3. Ça me fait donc 1,5 racine carrée de 1,5 10 puissance moins 1. D'accord. Racine carrée de 1,5 ne m'est pas donné. Donc, ça ne correspond pas. Pour que ça corresponde, voilà. Pour que ça corresponde, il faudra l'utiliser. Donc, c'est on finit avec la question D. Question D. Si le pendule avait été lâché avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde, l'énergie mécanique aurait augmenté de 100 joules. Alors, si jamais on ajoute une vitesse initiale de 2 mètres par seconde, l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv carré. D'accord? Donc tout simplement, on ajouterait, à l'énergie mécanique, on va ajouter de l'énergie cinétique si vous préférez. Voilà, tout simplement. Hop. Donc l'énergie cinétique
correspondante, c'est 1 demi fois 0,05 ou 5 en 10 moins 3. On va voir après comment, si on passe dans un autre sens. Et on dit que la vitesse, c'est 2 mètres par seconde, donc 2 au carré. Donc ça se simplifie. Paf, 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 paf. Ça fait donc 0,1 joule. Donc l'ajout est de 0,1 joule. Donc l'énergie mécanique va augmenter de 0,1 joule. 100 joules d'ajout alors que notre énergie mécanique était à 0,13, ça paraissait un peu aberrant. Donc on est bien sur du faux. Exercice 13, je vous laisse en prendre connaissance. Hop. Et c'est parti sur l'exercice 13. Le référentiel de la navette est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel héliocentrique. Alors quand on lit le sujet, etc., on se rend bien compte que c'est vrai. Delta Tn est une durée mesurée. Alors c'est un peu ambigu ce genre de question. C'est une durée mesurée par l'horloge de la navette, par l'horloge même de la navette. C'est pas mesuré par l'extérieur. Alors ici, j'aurais tendance à répondre ici faux parce que c'est pas une durée mesurée par l'extérieur. On peut écrire que delta TH est égal à gamma delta Tn. Alors, ça c'est vrai. C'est pas très compliqué. On retrouve ça avec tout simplement ce qu'on a ici. Voilà, pardon. Juste en utilisant cette, on retrouve dans le cadre de notre exercice que c'était bien dans le bon sens. C'est ça qu'il fallait vraiment vérifier. Il écrit antenne. Voilà, vérifier que c'est bien dans le bon sens. C'est bien dans le bon sens, donc c'est bien vrai. Et la question D. La vitesse de la navette dans le référentiel héliocentrique est de 0,46 c. On va regarder ça. Ouais. Donc, on va regarder la question D. Donc, tout simplement, j'utilise ce qui m'est donné. On m'a donné quoi? La formule suivante, que vous aurez vu en cours, normalement, au pire, mais même si je ne l'ai pas vu en cours, je l'utilise. Je l'utilise. Je regarde ce que je peux en faire. Donc, on a cette information-là. Et qu'est-ce qu'on nous a donné comme information? Ça serait égal à 9 huitièmes. Alors, comment on s'en sort? On va faire le calcul de tout ça. Je vais effacer ici. Revenons un peu en arrière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. C'est égal à racine carrée de 1 moins v carré qui nous est donné là. V carré sur 3 10 puissance 8 de tout au carré. Ça fait 8 neuvièmes. On a donc 1 moins v carré. J'utilise les données qui me sont données sur 3 10 puissance 8. Le tout au carré, que je fasse pas de bêtises, qui serait égal à 64 sur 81. J'ai donc v carré sur 3, 10 puissance 8, qui est égal à 1 moins 64 sur 81. 1 moins 64 sur 81, ça fait 17 sur 81. Et donc v carré qui est égal à racine carrée
Alors, excusez-moi, là, j'ai fait une toute petite coquille, j'ai oublié le carré ici. Voilà. P carré qui est égal à 17 sur 81 fois 3 fois 10 puissance 8, le tout au carré. D'après les différentes aides au calcul, etc., je trouve que ça fait racine carrée de 17 sur 81, racine carrée de C carré. Ça fait 0,14 C. Alors, l'information initiale, hein, je la trouve tout simplement du fait que c'est la variation de T0 sur la variation de T. Hein, si jamais vous n'avez pas vu ça, hein, c'est 900 sur 800. Hein, les différences d'horloge, donc c'est 9 sur 8. Tout simplement. Pour ne pas m'embêter, hein, vu que c'est qu'une histoire d'inverse, j'ai inversé. Donc, ce qui m'était donné dans la formule que j'avais écrit ici tout à l'heure, en l'inversant, je retrouve tout simplement 8 neuvième. Je fais tout mon calcul et j'en retrouve la chose suivante. Ah, pardon, excusez-moi, là, il y a une erreur, oui, pardon. Du coup, ici, on est bien, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une coquille sur la toute fin. Hop, on est bien à 0,46. C'est mal écrit. Ça, c'est les deux calculs. Racine carrée de 17 sur 81 sur racine carrée de 81, c'est racine carrée de 17 sur 9. Voilà. Autant pour moi. Donc, on est bien sur du vrai. On va passer à l'exercice 14. Alors, dans l'exercice 14, il y a 2-3 petites coquilles hein, dans l'énoncé, notamment par rapport au flux, où il vous parle en watts, kilomètres, Kelvin moins 1, mètre moins 2. C'est pas vraiment des flux, c'est plutôt des résistances. On va voir tout ça. Une maison ancienne présentant une surface totale en contact avec l'atmosphère de 200 mètres carrés a besoin d'une énergie de 8-10 puissance 2 kJ pour se chauffer pendant 1 an. Alors là, c'est pas très compliqué par rapport aux éléments qui me sont donnés. On a marqué qu'une maison, les maisons anciennes ont environ besoin de 400 kWh par an. D'accord. Donc 400 kWh par an, ça fait 400 10 puissance 3 Wh par an. D'accord. Par mètre carré. Hein. Par mètre, pardon, de surface. Ici, j'ai 200 mètres carrés de surface. D'accord. Donc, j'ai donc besoin de 800. Enfin, on va l'écrire plutôt 200 fois 400 10 puissance 3 Wh par an. Donc j'ai besoin de 800 10 puissance 5 Wh par an. Ou encore, on va l'écrire immédiatement 800 10 puissance 2 kWh par an. On voit que de toute façon ça ne marchera pas. Alors on peut faire la réponse finale, hein, il faut diviser par 3,16, mais on voit que ça ne marchera pas parce que la réponse de 800 est avec des kWh et pas avec des joules. Et comme la division n'est pas égale à 10, ça ne marchera pas cette histoire. Alors là il y a des moments où c'est tout simplement ce qui m'intéresse, c'est d'invalider une réponse. Donc ici je peux juste dire que c'est pour une surface de 2,5 m² de simple vitrage et pour un écart de température de 10 Kelvin, le flux thermique sera de 125 watts. Alors c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec les énoncés. Hop. Parce qu'il est marqué que c'est le flux thermique dans le tableau et en fait il faut quand même utiliser ça correctement. Donc petit b. Le flux, c'est la résistance thermique
La variation de température sur la résistance thermique. C'est égal, alors la variation de température, il y a marqué que l'écart de température c'est de 10 Kelvin, 10 degrés on s'en moque, hein, ça reviendra même. Et 2,5 m² de simple vitrage. Alors, on se regarde ça et on regarde par rapport à ce qui nous est donné. Tout simplement, il nous est donné qu'en simple vitrage, on a 5 watts Kelvin-1 par mètre carré. Donc 5 par mètre carré, donc comme j'en ai 2,5 fois 2,5. Donc c'est égal à 10 sur 5 fois 2,5. Tac, tac, tac. On va simplifier ça autrement, de sorte à avoir le résultat. Donc, ça me fait donc 2 sur 2,5. Ça me fait donc 125. Excusez-moi, c'est moi qui fais une bêtise. On va refaire tout ça. Hop. Mal écrit. Hop, on refait. Donc c'est égal à la variation de température divisé par 5. Mais ici, la surface elle est ici. Excusez-moi. Voilà. Hop. Donc ça fait 10 sur 5 fois 2,5. Ça me fait donc 25 sur 5. Ça me fait 25 sur 5. Hop. La B. Tac. La C. Pour une surface de 2,5 m² de double vitrage et pour un écart de température de 10 Kelvin, la résistance thermique sera de 0,5 Kelvin-1. Donc le flux est égal à tout simplement 10, parce que l'écart de température est de 10 Kelvin, fois 2,5, parce qu'on est sur le double vitrage. Donc ça fait 10 fois 2,5, 25 fois 2, 50 fois. Donc c'est faux. Donc le flux sera de 10 fois 2,5 fois 50 parce qu'on se rappelle que la résistance thermique, hein, c'est la variation de température sur le flux. Et c'est donc égal à 10 sur 50. Et pour finir la D, une bonne isolation a pour effet de diminuer le flux thermique. Ça c'est vrai, c'est du cours. Exercice 15. Lors de l'émission alors on est donc dans le principe du laser. Lors de l'émission stimulée, un photon identique au photon incident est émis par l'atome. Eh bien ça oui, hein, c'est le principe de cette expérience-là. Donc la réponse est bien vraie. L'énergie d'un photon émis et énergie photon est égale à 3,2 10 puissance moins 19 joules. Alors on fait la différence entre les deux couches, E2 moins 20. C'est égal à 2 fois 1,5 puissance moins 19. Hein, pourquoi je trouve 2 ben, c'est tout simplement la différence entre les deux. Hein. Ici, E2 c'était égal à moins 8,7 et E1 c'est moins 10,7. Voilà. Donc, et après je convertis. Hein. C'est pour ça qu'il y a le fois 10 puissance 1,6 10 puissance moins 19. Ça me fait 3,2 10 puissance moins 19 joules. C'est bien. Là, c'est le laser utilisé émet un rayonnement monochromatique de longueur d'onde lambda est égal à 1240 nanomètres. On sait que l'énergie est égale à HC sur lambda. On a donc lambda
qui est égal à HC sur E. On a donc lambda qui est égal à 6,6 10 puissance moins 34 fois C fois 3 10 puissance 8 sur l'énergie qui est de 3,2 10 puissance moins 19, on l'a trouvé au-dessus. Ça nous fait donc un lambda avec les aides au calcul, avec les aides au calcul qui nous sont données. 66 fois 3 sur 1,6, donc 124 divisé par 2, etc. Ça fait donc 1240 nanomètres. L'énergie d'un laser est concentrée dans un faisceau très étroit, AD, et donc vrai. Là, c'est... pardon, ici, c'est pas 1240, si on fait le calcul, c'est 620 nanomètres. Donc la C est fausse. Et on va faire l'exercice 16. Hop. Toc. Exercice 16, petit a. A est égal à C, est égal à D, est égal à 0. Alors, comment on fait pour s'en sortir? On regarde où sont A, B, C, etc. D. En fait, A va être bien égal à 0, mais B, lui, va être égal à 1, parce que c'est un changement de signal. C'est faux. La B. Bien, voilà, on vient d'en parler. B est égal à 1, c'est un changement de signal, donc c'est pas égal à 0, c'est égal à 1, donc c'est faux. La différence de marche entre 1 et 2 est de 125 nanomètres. Alors attention, la différence de marche est égale à lambda sur 4, mais il y a un aller-retour. Donc la différence, la hauteur du plat est égale à lambda sur 4. Donc la différence de marche est 2 lambda sur 4. Elle est donc égale à lambda sur 2. Lambda est égal à 500 nanomètres, c'est égal à 250 nanomètres. Les deux signaux, donc ici pour C, c'est faux. Les deux signaux interfèrent de manière destructive. Eh bien, c'est bien vrai. Ils interfèrent de manière destructive si la différence de marche correspond à sur 2. Voilà. Voici pour la correction de ce concours. Vous pouvez voir que par rapport à la correction de l'école, il y a des grosses différences. Alors d'habitude, ils ne mettent pas la correction de l'école en ligne. Cependant, il y a vraiment plein de différences concernant la correction faite ici et la correction de l'école. Elle a été vérifiée par plusieurs personnes. La correction de l'école est particulièrement fausse sur le sujet de physique. Il n'y a pas de problème sur le sujet de chimie. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt à vos concours.